Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie, car celle-ci a envahi la partie occidentale de la Pologne. La France choisit la stratégie défensive. Pendant des mois, rien ne se passe. C'est la drôle de guerre. Une bonne partie des soldats mobilisés attendent le long de la ligne Maginot, ligne de fortification construite par la France, notamment le long des frontières avec l'Allemagne. Cette drôle de guerre s'arrête le 10 mai 1940 par l'invasion allemande des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique. Une dizaine de divisions blindées traversent le massif des Ardennes, jugées impénétrables par les armées françaises, et les Allemands usent de la Blitzkrieg, l'action combinée des chars et de l'aviation. Le 27 mai, les nazis atteignent la mer du Nord, et de nombreux Français, 8 à 10 millions de civils, fuient leur domicile au péril de leur vie, sur les routes de l'Exode. Appelé par le président Lebrun pour succéder au chef de gouvernement Paul Reynaud, le maréchal Pétain demande aux Français d'arrêter le combat. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie à Rotonde, la même où le 11 novembre 1918, l'Allemagne avait accepté sa défaite. Hitler, présent, jubile. Les conditions de l'armistice sont très difficiles. La France est divisée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, la France occupée, sous l'autorité des nazis. Au sud, la zone libre, celle du régime de Vichy. Tous ne partagent pas les idées du maréchal Pétain. Le général de Gaulle, réfugié à Londres, refuse la défaite. Et le 18 juin 1940, lors de son célèbre appel à la BBC, il exhorte les Français à résister. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le 10 juillet, Pétain reçoit de la très grande majorité des députés de l'Assemblée nationale le titre de chef de l'État français et lui offre les pleins pouvoirs. C'est la fin de la Troisième République. Un nouveau régime politique se met en place, le régime de Vichy. C'est une dictature. Très vite, les libertés fondamentales sont malmenées. Les partis politiques et les syndicats supprimés. La liberté d'expression réduite à sa portion congrue, affaiblie par une censure impitoyable et un contrôle des médias. La propagande se développe notamment autour de Pétain, en lui vouant un véritable culte. Sur cette affiche, celui-ci est au centre pour promouvoir les valeurs du régime, valeurs traditionnelles, corporatistes et rurales, où la femme reste au foyer. Mais le régime de Vichy est aussi et surtout un régime de collaboration avec l'Allemagne nazie, dont le moment fondateur est l'entrevue à Montoire le 24 octobre 1940 entre Pétain et Hitler. Cette collaboration se marque tout d'abord par son volet antisémite, Vichy prenant même parfois les devants. Sous l'État français, le port de l'étoile jaune devient obligatoire pour les juifs. La mention juif sur les cartes d'identité est systématique et de nombreuses professions sont interdites aux juifs. Des parcs sont même interdits aux enfants juifs. Mais cette collaboration antisémite va encore plus loin lorsque la police française apporte son concours dans la déportation des Juifs, comme lors de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942, où pour la première fois, ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les malades ne seront épargnés. La plupart ne reviendront pas des camps de concentration.
Pierre Laval, plusieurs fois chef du gouvernement sous Vichy, va être l'étendard de l'intensification de cette collaboration active. Des centaines de milliers de jeunes Français vont devoir aller travailler en Allemagne pour le compte des nazis. C'est le STO, le service du travail obligatoire. Une police politique féroce est créée sur le modèle de la Gestapo, la milice française dirigée d'une main de fer par Joseph Darnan. Et les Français volontaires qui souhaitent se battre au sein de l'Allemagne nazie peuvent le faire dans le cadre de la LVF, la Légion des volontaires français. Pour aider les nazis, les autorités françaises peuvent être sollicitées pour l'établissement de listes d'otages dans le cadre de représailles. Le général de Gaulle, qui lors de son appel à la BBC demande aux Français de ne pas céder à la défaite, organise une armée, les FFL, Forces françaises libres, qui combattront aux côtés des Alliés. À l'intérieur du territoire français, la résistance est peu développée et elle est divisée en petits mouvements. Mais peu à peu, le contexte va évoluer et permettre l'entrée de nouveaux groupes. Suite à l'opération Barbarossa du 22 juin 1941, par laquelle l'Allemagne nazie entre en guerre contre l'URSS, de nombreux communistes vont rejoindre les rangs de la résistance. Les réfractaires au STO suivront le même mouvement dès l'année 1942. Organisés peu à peu en réseau et regroupés pour certains dans des maquis, les résistants mèneront des actions diverses. Dénonciation de l'occupation allemande ou de la politique du régime de Vichy, d'où l'importance de la presse clandestine et des tracts diffusés. Rôle dans le renseignement, notamment auprès des Alliés, mais aussi opérations armées, sabotage des voies de communication, attentats contre les chefs nazis, destruction d'outils productifs. Beaucoup de résistants risquent leur vie, comme Jean Moulin, qui est venu sur ordre du général de Gaulle pour unifier les différents mouvements de la résistance au sein du CNR, Conseil national de la résistance. Arrêté dans la banlieue de Lyon le 21 juin 1943 et mené au siège de la Gestapo, Jean Moulin sera torturé et ne parlera pas. Il mourra dans le train qui l'achemine vers l'Allemagne. Comme Jean Moulin, de nombreux résistants ont payé un lourd tribut. On estime à 70 000 le nombre de déportés de la résistance. Les résistants vont jouer également un grand rôle dans la libération du territoire. Au moment des débarquements en Normandie en juin 1944 et en Provence en août 1944, les résistants regroupés dans les FFI, Forces françaises de l'intérieur, vont désorganiser l'ennemi en le harcelant et par de multiples opérations de sabotage. De même, la libération de grandes villes doit beaucoup au combat de rue mené par les résistants. Paris est libéré le 25 août 1944 et le général de Gaulle peut descendre les Champs-Élysées. Il se place alors à la tête du GPRF, le gouvernement provisoire de la République française.